pour entendre le récit des bébés qui n'ont pas encore la parole, il faut entendre ce que ça fait au bébé que j'ai en moi, que j'ai été et qui est tout au fond de moi. Les enjeux des soins précoces qu'on apporte aux bébés, c'est pour les aider à passer sans violence, sans traumatisme, sans discontinuité, de l'être à l'existence. Parmi les psychanalystes, d'ailleurs, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au comment fonctionnent les mécanismes autistiques, qu'est-ce qui se bloque, qu'est-ce qu'on peut desserrer, plutôt que s'obséder sur le pourquoi, qui échappe beaucoup, et on a dit beaucoup de bêtises. Pour le professionnel, quelle que soit sa profession, c'est pas ce qui devrait, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas le bébé qui devrait être l'objet narcissique du professionnel, mais c'est la qualité du travail, du lien avec l'enfant. Et le bébé nous donne l'occasion d'aller voir comment on devient un sujet, comment on entre dans la relation, comment on entre dans le langage et les processus de pensée. Donc ça me passionne tellement que quel que soit ce qu'on vient de me raconter sur le coût des choses, pour moi, la passion du soin, elle est par là, de réveiller des processus. Il y a Tom Robbins qui a eu cette phrase superbe en anglais, je le dis comme je peux, « It's never too late to have a happy childhood ». Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Bonjour, je suis Roland Schwedzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, des soignants, des travailleurs sociaux, des philosophes et des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont fait hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin. Prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir. Prendre soin également de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, dit Georges Canguilhem, nous discuterons de clinique et de sciences, d'institutions et d'éthique, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoire de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, eh bien, abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Bonjour Bernard Goltz. Bonjour. Alors tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre bureau du COPES, à l'Institut Paris-Brune. Je suis vraiment très heureux et très honoré de réaliser avec vous ce 5e épisode de podcast Paroles de penseurs. Alors Bernard Goltz, vous êtes docteur en médecine de la faculté de médecine Paris-Descartes, Necker Enfants Malades, et docteur en biologie humaine de l'université Paris Diderot. Vous avez été médecin-chef de l'hôpital de jour à l'Institut de puériculture de Paris, puis chef de service de psychiatrie infantile à l'hôpital Necker Enfants Malades. Vous enseignez la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes. Vous êtes également spécialiste du développement précoce et des niveaux archaïques du fonctionnement psychique. Vous vous intéressez particulièrement au développement des processus de symbolisation chez l'enfant. Vous êtes psychanalyste, membre de l'Association psychanalytique de France, et vous avez une activité éditoriale forte et avez écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier écrit avec Sylvain Missonnier, qui s'appelle « Le fœtus, bébé au regard de la psychanalyse, vers une métapsychologie périnatale » aux éditions PUF. Alors, je vous ai présenté très rapidement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, au-delà des aspects académiques que je viens de présenter ? Merci beaucoup d'abord de me donner l'occasion de parler avec vous et de réfléchir un petit peu à ma trajectoire de vie et à ma trajectoire professionnelle. Effectivement, pour répondre à votre première question, je savais, j'ai d'abord hésité à être médecin ou chef d'orchestre. Mon père était médecin, gynécologue, obstétricien, et il souhaitait plutôt que je sois médecin que chef d'orchestre, mais je crois vraiment qu'il aurait accepté
si j'avais fait un autre choix. J'étais tout à fait passionné de musique, le piano. J'ai découvert beaucoup de choses. C'est assez amusant ça. J'avais une sœur aînée qui faisait du piano. Et quand j'étais tout petit, 3-4 ans, j'assistais à ces leçons de piano en étant sous le piano. Et la professeure a finalement dit à mes parents, mais écoutez, il a l'air tellement passionné, pourquoi attendre 6 ans, 7 ans, 8 ans, il peut commencer très tôt. J'ai commencé vers 4 ans, 4 ans et demi. Et un peu de la même manière, je vous laisse la liberté de vos associations de penser. Mon père, à l'époque, était gynécologue et recevait dans l'appartement, enfin une partie qui était pour son cabinet privé, une partie pour la famille. Et une fois ou deux, paraît-il, j'en ai pas un souvenir très précis, je me suis caché sous la table d'examen de mon père, exactement là où on ne voit rien, mais enfin quand même. Voilà. Et j'ai donc découvert la médecine également par une position sous quelque chose. Voilà. Bref, après j'ai donc hésité entre médecin et chef d'orchestre. J'ai choisi médecine, mais j'avais quand même été voir vers 14-15 ans quelqu'un à l'école normale de musique pour savoir comment on faisait pour devenir chef d'orchestre. C'était, je m'en souviendrai, j'en suis toujours souvenu, je m'en souviendrai toujours. C'était l'été, un peu avant les vacances. Elle m'avait écouté jouer du piano. Elle m'avait dit, mais il faut que vous appreniez. Vous connaissez la clé de sol et la clé de fa pour le piano, mais pour être chef d'orchestre, il faut connaître beaucoup plus de clés. Donc, je vous propose de vous revoir après l'été. Apprenez-en 2 ou 3 de plus. Et j'ai entendu ça comme un défi, et un défi que j'ai pas relevé. Je ne sais pas encore aujourd'hui très bien pourquoi. Ça me paraissait difficile. Moi, je l'ai entendu comme un refus. Je pense que c'était plus un défi qu'un refus. Bref, est-ce que le désir était insuffisant? J'en sais rien. Je laissais tomber ce challenge, et je suis finalement devenu médecin, et je savais que je voulais être pédopsychiatre. J'avais vaguement hésité entre pédiatrie et pédopsychiatrie. Bon, je vais pas aller dans des confidences trop intimes. J'avais eu à vivre le décès d'une petite sœur. Donc la pédiatrie m'intéressait. J'avais des parents assez compliqués du fait de la guerre. Ma mère était très fragilisée. J'avais donc des intérêts pour la psychiatrie. Mais enfin, grosso modo, assez vite, je savais que je voulais être pédopsychiatre. Mais à l'époque, on pouvait quand même se former à la fois en pédiatrie et en pédopsychiatrie. Ce qui n'est certainement plus possible aujourd'hui. Un peu dommage d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai été voir un peu ce qui se passait du côté des maladies somatiques, du corps des enfants, mais voilà. Puis je suis devenu pédopsychiatre et puis psychanalyste à l'Association psychanalytique de France, avec un trajet que j'ai fait d'ailleurs assez lentement parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses à faire à côté, mais un trajet qui m'a énormément intéressé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai d'abord travaillé à Saint-Vincent-de-Paul, un hôpital de Paris qui a disparu depuis, où le service de pédopsychiatrie avait été fondé par Michel Soulet, qui est un des grands pionniers de la pédopsychiatrie française, avec les Bovici et Dietkin. Ils ont d'ailleurs écrit un livre ensemble qu'entre nous on appelle le LSD, les Bovici, Soulet, Dietkin, c'est un petit peu psychédélique. Donc les racines de la pédopsychiatrie française, je sais pas si elles sont psychédéliques, enfin elles sont quand même psychanalytiques. C'est pas pareil dans tous les pays. En France, c'est comme ça. Il en reste un petit peu quelque chose. Et Michel Soulet, donc, avait dans les années 60 fondé cette consultation de pédopsychiatrie. Il a organisé un service. J'en ai eu la responsabilité pendant un certain temps. Et puis après, l'hôpital devait être restructuré, puis démembré. Et donc, mon équipe, on avait le choix. Alors, c'est important, ça, parce que j'ai eu à choisir soit aller m'installer à Sainte-Anne, dans un milieu vraiment très psychiatrie, au sens classique du terme, soit à Necker, dans un milieu plus pédiatrique et universitaire. J'ai fait ce choix-là. J'ai emmené toute l'équipe de Saint-Vincent-de-Paul à Necker dans les années 2002, 2003. Bon, ça, c'était ma formation, sans doute médicale, qui voulait cela. J'avais demandé conseil à Roger Bizès, qui m'avait, lui, plutôt dit que Sainte-Anne était une bonne possibilité. J'ai aucun regret. Je préfère, moi, je me sens plus à l'aise, sans doute, dans un milieu médical, l'hôpital universitaire. Voilà. Et donc, à Necker, j'ai eu la responsabilité du service jusqu'en 2018. Actuellement, je suis professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Paris. L'Université de Paris regroupe, maintenant, Paris Descartes et Paris Diderot. Très bien. Et, en fait, dans les deux services, que ce soit à Saint-Vincent-de-Paul ou à Necker,
Bien sûr, il s'agissait de services de pédopsychiatrie générale avec des bébés, des enfants, des adolescents. Mais quand même, moi, les 3 domaines qui m'ont beaucoup mobilisé, c'est le développement précoce des bébés, c'est l'autisme, les troubles du spectre autistique, et la question de l'adoption, sans doute parce que j'ai été d'ailleurs formé par Michel Soulet, qui, ici, dans ce bâtiment, à l'Institut de Puériculture de Paris, qui est devenu l'Institut Paris-Brune, avait été très pionnier quant à la réflexion sur les enjeux psychologiques et psychopathologiques de l'adoption, avec Janine Noël. Ils étaient très célèbres à l'époque. Voilà, donc comme lui d'ailleurs, j'ai été longtemps membre du Conseil supérieur de l'adoption. Vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça. Et puis j'ai eu, de 2005 à 2008, la responsabilité du CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, qui est une institution qui a été fondée en 2002 et qui a été chargée d'aider les personnes nées sous X, comme on dit, c'est-à-dire nées sous secret, sous anonymat, à retrouver quelque chose de leurs origines personnelles, leur histoire en tout cas. Voilà, alors bébé, autisme, adoption, apparemment ça n'a rien à voir, et pourtant pour moi, plus le temps passe, plus je me dis que ça a à voir, et le lien, c'est le lien. La manière dont le bébé met en place son appareil psychique, ce qui m'intéresse fantastiquement, c'est la manière dont il établit ses premiers liens, dont il se représente psychiquement ses premiers liens. L'autisme, les autismes, situation catastrophique dans laquelle les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces liens, et l'adoption, une situation particulière, un petit peu paradigmatique, pour étudier comment un enfant met en place des liens de ce type avec des adultes qui ne l'ont pas fabriqué, mais qui vont se positionner pour lui comme des parents la vie durant. Donc pour moi, le lien est absolument central. Le lien dans le développement, le lien dans les équipes, c'est peut-être le lien dans les orchestres. Voilà, tout ça a quand même du sens pour moi. Et comme vous l'avez senti, été très partagé entre la question de la musique et la question des bébés. Eh bien, ce qui est une chose qui me passionne, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, c'est le langage, puisque le langage, c'était l'avènement du langage, parle à la fois du bébé et parle aussi de la musique. Donc des structures. Exactement. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Très bien. Alors, avant de parler du lien un peu plus précisément et de l'attachement, vos confrères des épisodes précédents parlaient de leurs maîtres qui les ont guidés dans le choix de leur spécialité tout au long de leur formation. Alors, vous avez parlé de Lebovicis ou Lady Atkin, mais quel a été ou quels ont été vos maîtres? Peut-être est-ce les 3? J'ai un peu ce privilège quand même d'avoir vraiment côtoyé les 3, mais pour des actions différentes. Michel Soulet, dont j'ai parlé à l'instant, vraiment, lui m'a appris la clinique de la psychiatrie de l'enfant, dans une perspective peut-être plus psychodynamique et psychanalytique, mais enfin, il m'a vraiment appris, quand j'étais interne, l'essentiel de ce que j'avais besoin de savoir, envie de savoir. Et il m'a d'ailleurs confié, dans ce bâtiment-là, de 1983 à 1993, la responsabilité d'un hôpital de jour pour enfants autistes, qui existe toujours d'ailleurs, mais enfin qui m'a vraiment beaucoup apporté dans ma formation clinique. Les Bovici, je l'ai connu beaucoup plus tard, dans le cadre de la WAME, l'Association mondiale de psychiatrie du bébé. À l'époque, c'était la WIPAD d'ailleurs, l'Association mondiale de psychiatrie, non pas de la santé mentale, mais de psychiatrie du bébé. Et lui m'a beaucoup plus appris la manière dont les institutions fonctionnent et comment on peut faire avancer une idée tout doucement dans un groupe, y revenir, la patience, l'énergie. Enfin, il avait beaucoup de ténacité dans ce genre de choses. Et puis René Dietkin, je l'ai rencontré encore un petit peu plus tard, dans le cadre plus dans une perspective plus éditoriale au niveau de la revue La psychiatrie de l'enfant, où je l'ai beaucoup entendu parler, raconter, découvert son esprit, à la fois son sens de l'humour, son agressivité, son sens du paradoxe, et puis voilà. Et aujourd'hui, avec Marie-Rose Moreau, c'est nous qui dirigeons la revue La psychiatrie de l'enfance, et je le ressens un petit peu comme un héritage de René Dietkin, ça. Êtes-vous d'accord avec Georges Canguilhem lorsqu'il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences? En effet, est-ce que la médecine reste-t-elle un art, comme le dit Canguilhem, ou bien est-elle devenue une science? Et plus particulièrement en pédopsychiatrie avec l'arrivée des neurosciences. Bon, c'est une question vraiment énorme là, que vous avez imaginée. Bon, Georges Canguilhem, d'abord, est quelqu'un que j'admire beaucoup.
à la fois médecin, philosophe, qui a eu des positions très éthiques par rapport à la question du handicap. Peut-être on aura l'occasion d'y revenir à propos de l'autisme. Et je crois qu'on a tous, enfin j'essaie d'en parler aux étudiants, ils le connaissent pas assez, mais on a tous cette fameuse parabole de Canguilhem qu'un bossu est un homme normal plus une bosse. Ce qui marche très bien pour le handicap physique, mais un petit peu moins bien pour l'autisme. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. En tout cas, c'est vrai que la médecine est au carrefour de beaucoup de choses. Et je crois que la psychiatrie, la pédopsychiatrie, en tout cas, je connais plus la pédopsychiatrie que la psychiatrie. La pédopsychiatrie peut avoir une certaine légitimité à revendiquer une dimension scientifique. Tout à fait, mais une dimension scientifique narrative. Voilà, c'est là qu'il faut vraiment insister. La psychanalyse est une science narrative, bien sûr. La pédopsychiatrie aussi dans une grande partie de ce qu'elle est. Pas seulement, mais elle fait aussi partie des sciences narratives. Et en tout cas, je crois qu'il faut pas revendiquer pour la psychanalyse ou la pédopsychiatrie un statut de science expérimentale. Ça ne marche pas, les choses ne se répètent pas, l'histoire ne se répète pas, et la pédopsychiatrie, moi je me la représente vraiment comme une aide pour les enfants, les bébés, les enfants, les adolescents, une aide à la construction justement de leur histoire dans leur propre tête. Donc quelque chose de très narratif. Et de ce point de vue-là, Georges Canguilhem, je crois, effectivement, rejoint certainement un peu Paul Ricoeur et dire qu'un art, mais un art n'enlève pas, ne supprime pas la question de la technique. Bien sûr. Il n'y a pas d'art sans technique d'ailleurs. Et d'ailleurs, l'art surgit souvent quand la technique est un petit peu en difficulté. Hein. Il y a un très bel exemple de ça qui me vient là en vous parlant, c'est la cathédrale de Sens en plus. Le mot signifiant est important, cathédrale de Sens. Eh bien, c'est là que l'art gothique est né. Parce que l'art roman voulait faire des églises de plus en plus hautes, mais finalement pour chercher la lumière, mais que si une église romane, si on la monte, elle se fragilise. Et le problème technique a fait inventer l'ogive et est apparu l'art gothique. Hein. Donc je crois que c'est vraiment des difficultés techniques qui font qu'une pratique peut devenir un art. Donc pour la médecine, je suis tout à fait d'accord. Mais un art qui est du côté des sciences humaines quand même. Alors c'est là que je vous disais, il y a une partie pourquoi et une partie comment. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être à la fois pédopsychiatre et psychanalyste. La psychanalyse est mal placée pour parler des... attendez, avant ça, peut-être vous dire qu'effectivement, un pédopsychiatre, un chef de service en pédopsychiatrie, il a à faire travailler ensemble toute une équipe pluriprofessionnelle, un peu comme un chef d'orchestre. C'est ça. Voilà. Donc là, Canguilhem a tout à fait raison. Au carrefour de plusieurs disciplines, au carrefour de plusieurs professions, et l'idéal, c'est pas seulement le multidisciplinaire ou l'interdisciplinaire, mais c'est le transdisciplinaire. Le multidisciplinaire, c'est un peu une juxtaposition à plat, sans beaucoup d'interface. L'interdisciplinaire, c'est une addition verticale des choses, des savoirs. Le transdisciplinaire, c'est difficile, mais c'est passionnant, c'est quand plusieurs professions se rencontrent, se respectent, chacun dans leur identité, mais essayent de s'aventurer au milieu du joint, et de chercher des choses nouvelles dans l'interface, dans la rencontre, sans renoncer à sa propre identité. Ça, c'est des moments sacrés, formidables, hein, dans les équipes. Voilà, alors c'est pas tous les jours et c'est pas à chaque seconde, mais enfin là vraiment, Canguilhem a raison, c'est au carrefour de plusieurs sens. Ensemble, on cherche ce qu'on dit de commun sous des mots différents, qu'est-ce qu'on dit au contraire différent sous des mots qui se ressemblent. Et il y a là une espèce de microscope pluriprofessionnel qui est une merveille pour comprendre un enfant, comprendre. En plus d'en comprendre, il y a prendre ensemble. Alors ça va très bien. Voilà, ce qu'il y a, c'est que en pédopsychiatrie, il faut pas s'obséder sur... Il y a le comment et il y a le pourquoi, et je crois qu'on peut pas faire les deux à la fois. Voilà, et quand on est psychanalyste, moi je suis très proche de Didier Houzel, notamment au sein de la rédaction du journal de psychanalyse de l'enfant. Didier Houzel dit souvent que la psychanalyse n'est pas très bien placée pour être une science explicative. C'est une science narrative. Elle cherche pas tellement le pourquoi, ou alors des pourquoi secondaires qui se sont mis en place
après les événements. Mais la psychanalyse n'est pas là au moment des événements d'origine. C'est pas une science causale, c'est une science narrative, une science qui raconte. Voilà. Dans les événements qui se produisent, ensuite chacun prend un sens différent qui peut peser sur l'évolution. Mais on est plus dans le comment que dans le pourquoi. Et le pourquoi aujourd'hui est du côté des neurosciences. Il n'est pas inintéressant, mais on peut pas faire vraiment les deux ensemble. Hein. Et il y a une anecdote qu'a raconté Jacques Hockman. Jacques Hockman, donc qui est toujours vivant, mais qui a été longtemps pédopsychiatre à Lyon, au Vinatier, et qui disait que dans la première société de linguistique qui s'était créée dans la mouvance des travaux de Saussure en Suisse. Dans la première société de linguistique, dans le règlement de cette première société, et dans le premier article de cette société, il était écrit en toutes lettres, ici, il ne sera pas question de l'origine du langage. Et Hockman disait toujours, ils avaient parfaitement raison, on peut pas parler à la fois de l'origine et du comment. Si on veut s'intéresser à comment le langage fonctionne, il faut laisser de côté un petit peu la question de l'origine du langage. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2021, à propos des autismes, on en est un petit peu là. Ceux qui s'occupent du pourquoi ne peuvent pas être tout à fait les mêmes que ceux qui s'occupent du comment. Et parmi les psychanalystes, d'ailleurs, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus au comment fonctionnent les mécanismes autistiques, qu'est-ce qui se bloque, qu'est-ce qu'on peut desserrer, plutôt que s'obséder sur le pourquoi, qui échappe beaucoup, et on a dit beaucoup de bêtises, là. Ricoeur disait « le mal est sans pourquoi ». Le mal est sans pourquoi. Tout comme la rose est sans pourquoi, le poème d'Angelus Silesius. Absolument, c'est beau, hein. Alors, pour rester dans la narration, et puis on reviendra après sur le pourquoi, en clinique de l'adulte, on a le plus souvent accès à la parole, hein, évidemment. L'anamnèse va pouvoir orienter le clinicien sur un possible diagnostic. Alors, comment travaille le clinicien de la petite enfance quand il est face à des bébés qui n'ont pas encore accès à la parole? Oui. Alors, juste pour enchaîner sur ce que vous venez de dire, l'anamnèse n'a, je crois, pas du tout la même fonction en psychiatrie et en maladie somatique. Hein. Et là, je parle à la fois pour la psychiatrie de l'adulte et pour la pédopsychiatrie, d'ailleurs. Hein. J'étais dans le somatique, oui. Oui, parce que dans le somatique, l'anamnèse, il faut bien refaire l'histoire des choses, de la maladie, puis le plus de détails possible, quand est-ce que ça a commencé, comment ça s'est organisé, on fait l'anamnèse, on établit un diagnostic, on choisit un traitement, il y a le pronostic, etc. Bon, c'est assez linéaire, c'est un modèle déductif, plutôt monofactoriel, qui doit aller vite, qui est efficace, qui est respectable, évidemment, mais qui est quand même historique, en quelque sorte. Tandis que l'anamnèse en psychiatrie ou en pédopsychiatrie, la question n'est pas simplement de raconter une fois l'histoire. C'est que chaque fois qu'on la raconte, chaque fois que les parents la racontent, chaque fois que l'enfant la raconte à sa façon, il a l'occasion de tranquilliser un petit peu ses souvenirs. Et ça, c'est presque une cible de l'attitude thérapeutique. Hein. Il y a Tom Robbins qui a eu cette phrase superbe en anglais, je le dis comme je peux. It's never too late to have a happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. C'est magnifique. On ne change pas les événements qu'on a vécus quand on a été autiste, quand on a été maltraité, bien sûr, on va pas changer les événements qu'on a vécus, mais tout au long de la vie, on peut changer le rapport qu'on entretient avec ses souvenirs d'enfance, la relation qu'on entretient avec l'autre histoire. Et si on tranquillise ces souvenirs, aussi douloureux soient-ils, mais si on les tranquillise, ça change notre présent et ça change notre avenir. Donc l'anamnèse, parfois les patients nous disent « mais je vous ai déjà raconté, pourquoi vous voulez faire que je... » Parce qu'on raconte jamais de la même manière, 2 fois la même chose, et plus on le raconte, plus on a en tout cas l'opportunité d'apaiser ou de tranquilliser des souvenirs d'enfance. Alors vous dites, comment est-ce qu'on fait raconter les choses à des bébés ou des enfants qui n'ont pas encore la parole? Parce que le soi narratif n'est pas que verbal. On raconte plein de choses dès qu'on est né, avant même de pouvoir les raconter en mots. On les raconte avec ses sensations, on les raconte avec son corps, on les raconte avec son comportement. Et ça, moi, j'ai beaucoup appris de l'expérience de l'approche piclérienne, justement à Budapest, ici, là où je vous reçois. On est au COPES, c'est vrai, mais juste à côté, il y a l'association Picler-Loxy France, dont j'ai la responsabilité, et qui est fondée sur les travaux qui ont eu lieu à Budapest, dans
l'Institut Picler-Logzi, qui a été fondé par Amy Picler, une grande pédagogue, et dans une rue de Budapest s'appelle Logzi, donc on dit l'Institut Picler-Logzi. Alors eux, ils ont reçu en 1946 des enfants, des rescapés de la tourmente, qui ont beaucoup impressionné Bernard Martineau, par exemple, qui a consacré des films formidables à cette expérience. Il y a des rescapés de la tourmente, des tout petits qui erraient dans les décombres. Bon, c'était vraiment épouvantable. Amy Picler, qui était pédiatre, avait été très bouleversée par ça, enfin en tant que pédiatre, en tant que femme, en tant qu'être humain, tout simplement. Et donc, elle a obtenu un lieu pour les accueillir de l'État hongrois. Et un lieu, et son idée forte, ça a été de dire, on les accueille pas seulement pour qu'ils survivent physiquement, ce qui déjà était légitime, mais aussi pour qu'ils puissent se construire comme une personne à part entière, digne de ce nom, en dépit d'un début de vie catastrophique. Parce que son idée, c'était que quand on a été méprisé par les autres, on peut passer toute sa vie à se mépriser soi-même. Voilà, donc ils ont reçu des enfants qui ne pouvaient rien raconter avec des mots. Et ils se sont aperçus que s'occuper des enfants des autres et d'enfants dont on ne sait rien, c'est extrêmement difficile, surtout des enfants dont on se pense qu'on ne saura jamais rien. On connaissait pas leur prénom, pas leur nom. Ils étaient tout petits, ils erraient dans les décombres. Bon, on savait pas si leurs parents étaient vivants, pas vivants, s'ils étaient vivants, où est-ce qu'ils étaient, enfin la catastrophe absolue. Et ils ont travaillé, l'enfant raconte toujours quelque chose, mais quand il n'a pas les mots pour nous le dire, il nous le fait vivre. Il nous le fait ressentir, il nous modifie dans notre façon d'interagir avec lui. Tel enfant me rend plus intense, tel me rend plus doux, plus lent, plus rapide. Et ils se sont dit, c'est sa manière à lui de nous raconter quelque chose. Et pour entendre le récit des bébés qui n'ont pas encore la parole, il faut entendre ce que ça fait au bébé que j'ai en moi, que j'ai été, et qui est tout au fond de moi. L'approche piclérienne est une vraie merveille. Il s'agit, comme je l'ai parfois dit, de construire une troisième histoire. L'adulte raconte son histoire en s'occupant du bébé. Le bébé raconte quelque chose à travers tout ça. Et il faut faire de la place pour une troisième histoire. Les enfants ont du mal avec les nouvelles personnes. Moi, j'étais très impressionné par des interviews de Jean Giono, qu'on trouve facilement d'ailleurs sur Internet. À la fin de sa vie, il était interviewé sur la douleur physique. Et il disait, en gros, en substance, ce qui est scandaleux dans la douleur physique, c'est que même la douleur peut devenir familière. Et je crois que c'est tout à fait vrai pour la douleur psychique aussi. C'est la compulsion de répétition, c'est le masochisme, c'est beaucoup de choses comme ça. Et les enfants qui ont été très malmenés et qui veulent nous raconter quelque chose s'accrochent finalement à ce qu'ils connaissent, même si c'est du douloureux. Parce que c'est ça qu'ils connaissent, l'angoisse de l'inconnu est plus forte que tout. Et avec les nouveaux adultes, ils vont essayer de les transformer en des personnages qu'ils ont déjà rencontrés, même si ce sont des personnages qui les ont fait souffrir. Et c'est leur manière à eux de nous raconter les choses en deçà des mots, je crois. Alors si je vous comprends bien, essayer de comprendre les bébés, c'est aller chercher en nous les traces psychiques de notre propre enfance. Et de la leur. Et la leur. Et en écho à la leur. Donc on est dans une clinique purement contre-transférentielle. Transféro-contre-transférentiel, finalement. Purement. Je ne sais pas si elle est purement, parce que ça passe aussi par l'observation, par beaucoup de choses, mais en grande partie contre-transférentielle, tout à fait. Alors, je travaille depuis plusieurs années avec des professionnels de l'aide sociale à l'enfance et de la PMI du département de Haute-Savoie. Alors, j'en profite pour les saluer au passage et saluer le remarquable travail réalisé par les sages-femmes, puéricultrices et travailleurs sociaux du département. Et ces professionnels sont régulièrement confrontés à des situations de grande précarité ou de maltraitance précoce, dont on sait le retentissement profond sur la construction du sujet, notamment au niveau cérébral. Dans ce contexte, pouvez-vous préciser davantage les enjeux des soins précoces en périnatalité ? L'ASE, l'aide sociale à l'enfance, bon, je travaille beaucoup aussi avec l'ASE, est un organisme passionnant et étonnant, parce que il y a enfin, dans les centres que je connais, il y a des personnes de qualité absolument incroyable, absolument. Mais il y a quelque chose aussi qui autour des enfants dans des grands groupes de décisions est compliqué quand même. Et aboutit parfois à des décisions qui nous choquent. Et c'est compliqué de savoir où ça dysfonctionne parfois. Bon, peut-être on aura l'occasion d'en parler à propos de la continuité. En tout cas, par rapport à ce que vous dites là, vous l'avez évoqué sans dire le mot, mais le bébé humain est fondamentalement immature à la naissance.
Il est fondamentalement inachevé. Il faut pas le regretter, c'est une grande chance. Il est fondamentalement inachevé, plus inachevé que tous les bébés mammifères des autres espèces. C'est ce qu'on appelle la néoténie humaine, qui bien sûr est une solution extrêmement risquée au début de la vie, parce que le bébé humain, même à terme, 9 mois de grossesse, 3 kilos, 50 cm, même quand tout va bien, il est extrêmement vulnérable, extrêmement dépendant de son entourage. Il ne peut pas s'en sortir tout seul. Moi, il faut jamais faire de prédiction en pédopsychiatrie, mais il y en a quand même une qui est certaine. Si même un nouveau-né qui va en pleine forme, si on le laisse tout seul, il meurt. Il n'a aucun moyen de s'en sortir tout seul, alors que un petit poulain, par exemple, dès la naissance, va se dresser un peu sur ses pattes. C'est très émouvant d'ailleurs pour nous qui avons tous été des bébés néothènes. Quand on assiste à l'accouchement d'une jument à la télé ou ailleurs, on voit le petit poulain qui se redresse, qui va chercher un peu d'eau à boire. Aucun bébé humain ne peut faire ça, aussi à terme soit-il. Voilà. Alors on peut se demander pourquoi l'évolution a sélectionné une solution biologique aussi risquée que celle-là. Probablement parce qu'il y a plus d'avantages. C'est le raisonnement darwinien type. S'il y a plus d'avantages que de désavantages, ça tient. Et sans doute, il y en a encore beaucoup à travailler cette question-là. Mais le grand avantage qui apparaît aujourd'hui, c'est que ça laisse cette naissance en quelque sorte prématurée, même à terme, laisse une très très grande place à l'épigénèse. C'est un des premiers qui a remarqué cette immaturité initiale, c'est Freud, en 1926, dans son livre Inhibition, symptômes, angoisse. Il a émis l'idée que dans notre espèce, tout se passait un petit peu comme s'il nous manquait un 4e trimestre de la grossesse. C'est un homme qui dit ça. Oui, c'est pas bon, hein. Ouais. Les femmes trouvent que 9 mois, c'est déjà bien assez. Aujourd'hui, on recommence. Mais bon, en fait, c'est même pas seulement 3 mois qui manquent. Si on voulait que le bébé humain naisse construit, il faudrait bien plus, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que l'essentiel de la construction de son organisme et de son cerveau en particulier se fait après la naissance. Donc il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place pendant la grossesse, bien sûr, l'embryon, le fœtus, la sensorialité, mais l'essentiel de la construction cérébrale va se faire après la naissance, au contact d'un environnement parfaitement différent pour chaque enfant. Et l'épigénèse, c'est pas simplement l'étude de nos gènes, c'est l'étude du fonctionnement de nos gènes, de l'expression de nos gènes dans un environnement donné. Et chaque bébé va rencontrer un environnement différent, même les jumeaux monozygotes n'ont pas la même place, par exemple, dans la dynamique fantasmatique de leurs parents. Les clones, s'il y en a un jour, n'auront pas non plus la même histoire. On peut partager tout, la même grossesse, le même liquide amniotique, le même utérus, la même naissance, le même tout. On ne partagera jamais la même place dans la tête de nos parents. Donc, de toute façon, il y a une place pour l'histoire et la diversité. Ce qui fait que l'épigénèse est la durée de l'épigénèse est très importante dans notre espèce, beaucoup plus que dans les autres espèces. Ça aboutit à une très grande diversité et avec des enjeux éthiques importants. Et là, c'est par là que je vais répondre à votre question. Les enjeux éthiques des adultes. Alors quand je dis adultes, je pense aux parents, mais pas seulement. Je pense aux professionnels aussi, parce que des parents, il y en a pas toujours. Il y en a le plus souvent, mais enfin, il n'y en a pas toujours. Des professionnels, il y en a toujours, même quand il y a des parents. Les lieux d'accueil, les crèches, etc. La mission éthique des adultes, c'est d'être un autre secourable, qui va aider l'enfant à s'en sortir malgré sa néoténie. Et un autre secourable, c'est-à-dire que une aide de cet autre à une épigénèse constructive. Et en ce moment, j'aurais beaucoup réfléchi. Au fond, les enjeux des soins précoces qu'on apporte aux bébés, c'est pour les aider à passer sans violence, sans traumatisme, sans discontinuité, de l'être à l'existence. Voilà. Ça, en ce moment, ça me parle beaucoup. Pour se sentir être, il y a besoin de personne. Tout organisme vivant, se sentir être, c'est simplement vivre le fait de vivre. C'est naître psychiquement. Oui, peut-être. C'est éprouver le fait de vivre, se ressentir comme vivant. C'est avant même la découverte de l'autre. Alors que exister, parce qu'il y a ex dedans qui renvoie justement à l'environnement, à l'extérieur, à l'autre, ça passe par le regard de l'autre. Et les soins précoces, pour moi, c'est faire en sorte que l'autre apparaisse doucement. Pas de manière violente et intrusive. C'est peut-être quelque chose qui ne marche pas bien justement dans les futures histoires d'autistes. Voilà, il faudrait que l'objet apparaisse
doucement, comme dans certains génériques de films. Hein, c'est d'abord flou, et puis après ça se met au point. Et l'autre, il ne faut pas que l'autre apparaisse tout de suite comme précis, trop, trop clair, trop différent, trop intrusif. Mais du coup, de quel objet vous parlez là? De l'autre. De l'autre. L'autre secourable. Pas de la qualité du lien. Et justement, avant que l'objet apparaisse sur l'image, si je puis dire, ce qui va être investi, je trouve, c'est la représentation des liens avec l'autre. L'objet narcissique, c'est oui, justement cette qualité du lien. Cette qualité du lien. Investir le lien, se représenter le lien, c'est pas encore se représenter l'objet, mais c'est comme un pressentiment de l'objet. Et dans les thérapies de sujets très psychotiques, très autistes, très archaïques, cet investissement du lien avant de pouvoir investir l'autre est certainement le support d'une demande qu'il faut savoir entendre, mais qui n'est pas une demande adressée spécifiquement comme pour le sujet névrotique ou différentiel. Et qu'est-ce que cette personne secourable dont vous parliez exactement? Alors moi je pense... En tant que professionnel, pardon. En tant que professionnel, c'est l'adulte qui apporte à l'enfant qui apporte à l'enfant le holding, les fonctions parentales dont il a besoin, mais qui n'est pas forcément dans la place des parents. Donc la fonction d'attachement substitutive qui vient apporter les fonctions parentales, mais qui ne les remplace pas. Qui ne les remplace pas. Il y avait à l'Institut Picler-Loxy, il y avait une pédiatre qui s'appelait Judith Falk et qui avait très bien dit ça, je trouve, qui disait effectivement que le bébé n'a pas la même place pour les parents et les professionnels. Pour les parents, le bébé est un objet narcissique dont vous venez de parler. Le bébé est une partie de nous. Ce qui arrive au bébé nous touche, ses chagrins, ses peines, ses joies, ce sont les nôtres. Alors que pour le professionnel, quelle que soit sa profession, c'est pas ce qui devrait, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas le bébé qui devrait être l'objet narcissique du professionnel, mais c'est la qualité du travail, du lien avec l'enfant. Ce qui fait que quand l'enfant partira, grandira, s'en va, il peut y avoir une tristesse, un petit sentiment de deuil. Et c'est pas un arrachement parce que la qualité du travail avec cet enfant-là va pouvoir se reporter sur un autre enfant. Voilà. Donc il s'agit de fonction parentale et pas d'image parentale. Mais bon, ce passage du sentiment d'être au sentiment d'exister, pour moi, en ce moment, est tout à fait central. Alors, je pense même qu'il y a avant la représentation de l'objet, il y a la représentation des liens. Et avant la représentation des liens, il y a même peut-être encore plus tôt, et peut-être de manière quasi congénitale, immédiate, une représentation de la place de cet autre. C'est étonnant de voir, je repense à René Dietkin, qui disait parfois, dans nos métiers, quand on reçoit des enfants, parfois certains s'étonnent que certains ne veuillent pas nous parler. Psychologue, psychiatre, psychanalyste. Et lui disait, il avait une pensée souvent paradoxale, il disait, moi ce qui m'étonne le plus, c'est que 99% des enfants acceptent de nous parler. Alors qu'ils ne nous connaissent pas, ils arrivent. Et l'idée qui était derrière ça, c'était que, en fait, tout enfant a la représentation, non pas de ce que c'est qu'un psychologue, un psychiatre ou un psychanalyste, même pas d'un parent, mais il a la représentation, sa néothénie physique et psychique fait qu'il a une représentation peut-être pré-conception, enfin d'emblée là, de la place de cet autre dont il va avoir besoin. Il y a une place pour cet autre-là. Et cette place, et c'est peut-être une de nos toutes premières représentations. Alors vous avez parlé de la place des professionnels, mais comment redonner une place aux parents, une place réelle ou symbolique, quand un des parents n'est pas là, quand on voit par moments la honte de certaines mères, certains pères, d'avoir été un mauvais père, une mauvaise mère, face aux professionnels de la périnatalité. Oui, donc là vous pensez beaucoup à l'aide sociale à l'enfance et à un petit peu, maltraitance et aux disparentalité graves, au placement et aux visites médiatisées et à tout ce domaine évidemment très douloureux, on peut dire, de l'aide aux enfants. Mais il y a un psychanalyste qui s'occupait pas spécialement d'enfants d'ailleurs, mais qui s'appelait Harold Searles. Qui a dit des choses très importantes. Il a dit en particulier que on peut pas s'occuper d'un enfant, quel qu'il soit, en ayant dans sa tête, en tant que professionnel, une espèce de théorie que tous les malheurs de l'enfant viendraient de ses parents. Voilà. Ça c'est important. Alors il dit d'abord c'est faux, parce qu'on est toujours dans des modèles polyfactoriels.
Et il n'y a pas que les parents dans la vie de l'enfant, quoi qu'en pense ce courant désastreux de la parentalité positive aujourd'hui. Il n'y a pas que les parents dans la vie de l'enfant. Et même si c'était vrai, ce serait pas tactique, parce que comment faire une alliance de travail avec des parents dont on pense qu'ils sont la cause des difficultés de leur enfant. On a vu ce que ça a donné dans le cas de l'autisme. Les parents se sont crus accusés de l'autisme de leur enfant et on ne pouvait plus travailler avec eux. Même si c'était juste, même si c'était pas nocif tactiquement, ce serait mauvais pour l'enfant lui-même. Parce que tout enfant a quand même une espèce de vocation spontanée de rendre suffisamment bon ses parents. Et si les professionnels qui s'occupent de lui véhiculent l'idée qu'en fait tous ses malheurs viennent de ses parents, l'enfant va s'en vouloir à lui-même de ne pas avoir su rendre ses parents suffisamment bons. C'est une position très winnicottienne, en fait. Donc moi je crois que quand on s'occupe de ces familles à haute souffrance, à haute charge de souffrance, d'abord il faut vraiment avoir dans l'idée que les parents l'éducation de l'enfant, c'est toujours une co-éducation. Il y a ce que sont les parents, mais il y a l'école, il y a la société, il y a les médias, il y a l'environnement, il y a la culture. Moi, je crois que bien sûr, dans certaines disparentalités gravissimes, on sait bien que ça a de l'effet, mais on peut aussi se demander quel est le rôle de tous les tiers. Quel est le rôle de l'échec de tous les tiers qui auraient pu ou qui auraient dû protéger l'enfant de cette disparentalité? C'est-à-dire le père, l'école. De quoi souffre l'enfant? Est-ce qu'il souffre directement de la disparentalité ou est-ce qu'il souffre de tout l'échec des tiers qui auraient dû l'en protéger? Donc il faut soyons modestes. Hein. Et puis surtout, essayons d'expliquer aux parents, même dans les visites médiatisées, que même si c'est vrai qu'ils se sont mal conduits vers cet enfant, même s'ils s'en veulent, faisons attention de ne pas réveiller une trop grande culpabilité chez l'enfant. Les enfants, les parents, même si l'enfant doit en être séparé, doivent quand même rester possiblement quelque part des parents. Une image possible de parents à maintenir coûte que coûte, même s'il y a besoin d'une séparation. Dans les visites accompagnées médiatisées, ça peut se travailler, ça. La culpabilité des parents ne doit pas nous convaincre. Enfin, le sentiment de culpabilité des parents ne doit pas, en tout cas, faire naître en miroir le sentiment de culpabilité des enfants. C'est ça. Alors, je reste toujours un petit moment encore dans les services de protection de l'enfance et je constate que il y a une capacité d'anticipation le plus souvent qui résulte de la connaissance de l'histoire biographique des parents qui peuvent aussi confronter le professionnel par moment à un certain vertige qui est celui de trop savoir. Il y a une information, il y a énormément d'informations, c'est beaucoup de choses sur les parents. Et cette forme de savoir prédictif, qui est souvent négatif, les parents étaient maltraitants, étaient toxicomanes, alcooliques, etc., ne risque-t-il pas d'amener les professionnels à s'inscrire dans de la prédiction au risque de prophéties autoréalisatrices qui prendront ensuite le nom de destin ou de fatalité? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne doit jamais faire de prédiction. La prévention au risque de la prédiction. La prévention n'est pas prédictive en général, oui. Moi, quand vous posez cette question, j'ai le souvenir d'un séminaire qui a eu lieu pendant quelques années qui avait été organisé par le COPES avec des équipes de l'ASE et le RIAFET, c'est un réseau d'intervenants en accueil familial et thérapeutique, qui travaille autour d'Anna Rothman, qui avait pris la suite du travail de Myriam David. Et quand on écoutait, on a travaillé bien sûr sur des histoires cliniques, et quand ces personnes, des aspects théoriques, mais des aspects cliniques un peu, et quand ces personnes nous présentaient certains dossiers, c'était quand même incroyable de voir à quel point l'histoire était tronquée. Ouais. Là, vous parlez du risque d'en savoir trop. Moi, vous voyez, dans ces histoires-là, c'était la démonstration qu'on n'en savait pas assez. C'est-à-dire que si on veut aider un enfant à construire sa propre histoire, sa narrativité, son identité narrative, comme disait donc Paul Ricoeur, qu'on a évoqué tout à l'heure, il faut quand même qu'il rencontre des gens qui soient un peu à dépositaire, peut-être pas de tout, mais d'un fil rouge, qui permettent quand même que quelqu'un ait en tête, quand il regarde l'enfant,
il est en tête les grandes étapes que l'enfant a traversées. Alors, on a vu dans ce séminaire des rationalisations incroyables, des équipes à qui on disait non, on vous raconte même pas. Parce que l'important, c'est que la nouvelle famille d'accueil puisse avoir un nouveau regard, repartir d'un pied neuf. Mais c'est totalement illusoire. Ouais, c'est ça. Une histoire neuve, elle doit rester enracinée dans l'histoire ancienne. Et elle doit se dégager peut-être du poids du passé, mais elle ne peut pas partir ex nihilo. C'est totalement illusoire. Voilà, et combien de familles d'accueil ont été mises à mal parce que on ne leur avait pas transmis de quoi regarder l'enfant avec un regard unifiant. Voilà, on n'est pas obligé de tout savoir, mais quand même, la personne qui aujourd'hui s'occupe au jour le jour d'un enfant, l'enfant doit pouvoir faire confiance que cette personne-là a dans son regard une trajectoire globale. Ça, il faut. Moi, c'est quelque chose. Je lutte beaucoup. Il y a eu des réunions à l'ASE et ailleurs. J'ai toujours dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait un dossier. Je sais pas si c'est un album, un dossier, un journal, mais quelque chose qui soit accessible, que la famille d'accueil ne rencontre pas la famille, ça c'est autre chose. Mais la famille d'accueil doit pouvoir regarder l'enfant avec une représentation de son global quand même de son cursus, savoir dans combien de familles d'accueil il a été, dans quel orphelinat, dans quelle pouponnière il a été, dans quel centre il a été. Enfin, je veux dire, le minimum du minimum. Là, ça me met très vite en colère cette histoire-là, parce qu'il y a une très grande ambivalence des adultes par rapport à l'enfant. Derrière ces positions très clivantes, finalement, c'est l'enfant à qui on fait du mal. Alors, que pensez-vous de l'adage « Tout se joue avant l'âge de 3 ans » ? Ah non, ça c'est très mauvais. Et pourtant, il se joue beaucoup de choses. À cause de l'épigénèse, oui. Alors, justement, il se joue beaucoup de choses. À cause de l'épigénèse, oui. Mais peut-être pas tout. Ouais. Peut-être pas tout. Alors, d'abord, j'en pense que quand même, maintenant, tout ce qu'on sait sur l'épigénèse, et ce qu'on a dit tout à l'heure sur la qualité des soins précoces, ça devrait quand même convaincre nos instances de tutelle. Je pense aux tutelles politiques, administratives ou financières. Je veux dire, depuis longtemps quand même, on leur dit la qualité des soins précoces est essentielle. Ce qui se passe avant 3 ans, peut-être pas tout, est très important. Et puis quand même, dans des pays comme le nôtre, les professions qui s'occupent de la petite enfance sont quand même très mal valorisées. Dans le regard social, dans les salaires, dans la considération politique qu'on peut avoir. Je plaisante à peine, mais dans un pays comme le nôtre, plus on s'occupe d'enfants jeunes, moins on est payé. Donc il y a quand même quelque chose qui, de nos messages, ne passait pas. Moi, j'ai toujours dit s'occuper bien des enfants est un impératif kantien. Il n'y a pas besoin de le justifier. Pourquoi il faudrait le justifier ? Il faut s'occuper bien des enfants, point. Il n'y a pas besoin de justificatif hors champ. Mais apparemment, ça n'a jamais convaincu suffisamment nos instances de tutelle. Donc aujourd'hui, on a toutes les neurosciences qui viennent et qui nous apprennent que cette intuition clinique de la nécessité absolue de la qualité des soins précoces est importante parce que l'épigénèse, parce que la construction du cerveau, parce que ceci, parce que cela. Alors profitons-en. À mon avis, on n'aurait pas dû en avoir besoin. Mais si nos instances de tutelle ne sont sensibles qu'à des démonstrations de ce type-là, eh bien, faisons-nous entendre et essayons de valoriser les professions de la petite enfance. Pour autant, tout ne se joue pas avant 3 ans, parce que d'abord, il y a des remaniements structuraux, cérébraux, relationnels très importants tout au long de la vie. La plasticité cérébrale, neuronale est très persistante. À l'adolescence, on pense même qu'il y a encore des remaniements très, très importants. Voilà, donc tout ne se joue pas avant 6 ans, et avant 3 ans ou avant 6 ans. Ouais. Et en plus, tout ce qui s'est joué peut en grande partie être remanié après coup. Moi, je raconte toujours aux étudiants une histoire. Je crois qu'on a le temps, là, j'en profite, que Jean Laplanche utilisait pour parler de l'après-coup. Et il disait, il paraît que c'est une histoire que Freud lui-même aimait bien, j'en sais rien. C'est l'histoire d'un homme qui se promène à Vienne, dans un parc, à la fin du XIXe siècle. Et un homme dont on ne sait pas l'âge, et c'est important qu'on ne sache pas l'âge, parce que c'est quelque chose d'un peu général que cette histoire raconte. Et on sait simplement que c'est un homme qui aime les femmes. Et il se promène à Vienne dans un parc. Et au détour d'une allée, il tombe sur une scène qui le fige un petit peu, d'une jeune femme qui est en train d'allaiter son bébé.
Et il est absolument un peu figé, paralysé, happé par l'image, quelque chose qui l'arrête, comme ça. On pourrait dire, en langage un peu psychanalytique, il est médusé. Moi, en langage actuel, on dirait il est scotché. Et il y a quelque chose qui l'arrête. Et puis, une pensée très nostalgique lui vient, en même temps qu'il regarde cette jeune femme allaiter son bébé. On ne sait pas si c'est la mère ou la nourrice, ça ne change rien. Et cet homme a cette pensée, ah là là, si j'avais su quand j'étais bébé que les seins des femmes étaient si jolis, alors j'aurais tété autrement. J'aurais tété. Bon, en allemand, je sais pas ce que ça donne. Là, on voit bien que le bébé l'homme érotique, le bébé qu'il a été, explique peut-être un petit peu l'homme érotique qu'il est devenu. Mais l'homme érotique qu'il est devenu peut en permanence retravailler, remobiliser, tranquilliser, transformer ses souvenirs d'enfant. Ça veut dire que rien que ça, et avec la phrase de Tom Robbins dont je parlais tout à l'heure, rien que ça dément tout se joue avant 3 ans. Puisque tout se joue avant 3 ans, et c'est essentiel du point de vue de la construction et de l'épigénèse, mais une fois que c'est construit, tout peut se remanier, encore, ou presque tout, enfin on espère, il faut avoir de l'espoir, un optimisme thérapeutique, tout peut se remanier, et puis il y a d'autres expériences, la vie est une grande thérapeute. Bon, mais ceci dit, quand même, ce qui s'installe avant 3 ans ou 6 ans a quand même beaucoup d'importance pour la suite, et il faut arriver à transmettre ça à nos responsables. Mais pas tout. Mais quand on parle d'épigénèse, il y a gène dedans. Et on voit bien qu'avec la génétisation actuelle des maladies, que ce soit l'autisme, le suicide, la dépression, le cancer, ou bien quand on voit les processus de répétition dans certaines trajectoires existentielles, comme l'alcoolisme, la maltraitance, la délinquance, y aurait-il pas quand même, vous parlez d'épigénèse, d'environnement, mais peut-être de l'incertitude, remettre de l'incertitude dans la vie, tout simplement. Il y a eu un très beau colloque il y a quelques mois à Paris qui s'appelait, où j'étais intervenu sur l'éloge de l'incertitude, justement, avec des généticiens. Très bien. Arnold Munich, etc., etc. Oui, mais c'est vrai, dans l'épigénèse, il y a génétique. Mais la génétique n'est pas... La génétique, bon, la succession des gènes qu'on a sur le chromosome, ça c'est quelque chose qui est fixe pour notre vie. Encore que les thérapies géniques vont venir sans doute modifier la donne. Mais l'épigénèse, c'est pas l'enchaînement statique de nos gènes, c'est le fonctionnement. C'est l'expression et là, il y a quelque chose qui est plastique, immobile. Et d'autre part, aujourd'hui en psychiatrie, en tout cas en pédopsychiatrie, la génétique n'est pas causale. Là, je vais doucement, et la génétique nous n'avons aucune pathologie pédopsychiatrique dans laquelle la génétique explique tout. La génétique c'est une génétique non pas de causale, mais une génétique de susceptibilité. Et non pas déterministe. Non, absolument. Quand on pense à l'autisme, j'ai beau être pédopsychiatre et psychanalyste, je suis tout à fait persuadé que la génétique a une part à jouer dans le déterminisme de l'autisme. Mais il y a quand même des remarques à faire. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a eu tellement de débats. Depuis près de 50 ans, on sait que c'est une étude très célèbre de Folstein et Michael Rutter qui a montré que chez des jumeaux monozygotes, des vrais jumeaux, quand l'un est autiste, l'autre est autiste à 80 ou 90% des cas. Quand les jumeaux sont des faux jumeaux, des jumeaux hétérozygotes, la corrélation existe encore, mais elle est beaucoup moins serrée, de 50 à 60% et non pas 90%. Et tout le monde s'extasie sur la corrélation forte de l'autisme chez les jumeaux monozygotes. Mais ce qui est encore, je sais pas pour faire comme Dietkin, mais en renversant le problème, mais c'est un peu pareil. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que chez les jumeaux monozygotes, ce ne soit pas 100%. Ça montre bien que la génétique ne suffit pas à expliquer l'autisme et que même des jumeaux monozygotes qui se ressemblent énormément ont encore 10 à 15% de différences possibles. Alors, je crois que la génétique, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les anomalies génétiques qu'on a repérées n'existent pas chez tous les autistes. Chez certains enfants autistes, il y a telle anomalie, chez d'autres enfants autistes, il y a telle autre anomalie. Il y a différents gènes, il y a près de 150 à 200 gènes possibles qui sont des facteurs de risque. Personnellement, je suis persuadé qu'il ne s'agit que de facteurs de risque. Je prendrai un autre exemple aussi pour marquer ça, c'est les orphelinats de Roumanie.
Quand on a ouvert les orphelinats de Roumanie à la fin du régime de Ceausescu, on a trouvé des choses absolument terribles. On a revu des images comme de l'époque de Spitz, avec l'hospitalisme, l'anaclétisme, etc. Tous les enfants étaient gravement carencés, ils étaient entassés, on s'en occupait peu, on s'en occupait mal. Les adultes, qui n'étaient pas plus mauvais adultes que d'autres, mais il y avait une épidémie de sida, ils n'osaient plus toucher les enfants, il n'y avait pas de jouets, il n'y avait rien, c'était la catastrophe absolue. 100% des enfants étaient carencés, soit en dépression anaclétique, soit en hospitalisme. Mais seulement, si j'ose dire, 30% étaient autistes. Donc je dis 30, c'est énorme, 30%, mais seulement 30% étaient autistes, ce qui veut dire que ne s'autistisent pas n'importe qui. Même dans des situations extrêmes comme celle-là, sans doute faut-il avoir des facteurs de risque, mais ces facteurs de risque à eux seuls ne suffisent pas à créer l'autisme. Voilà, donc moi je pense que c'est l'occasion ou jamais de faire passer le message au grand public que la génétique n'est pas une fatalité. Elle induit des fragilités, des facteurs de risque, mais tout dépend de ce qui va se passer autour en termes d'environnement, d'épigénèse. Et quand je dis ça, c'est pas du tout pour ramener la culpabilité parentale. Je n'y crois pas une seconde, donc je peux pas aucun parent n'a rendu autiste son enfant tout seul. Ça, c'est pas vrai. C'est un modèle polyfactoriel. Voilà. Par contre, l'environnement dans son ensemble peut avoir une causalité de type épigénétique. Et je suis persuadé que dans 20 ans ou 30 ans, nos débats pour savoir si l'autisme est plutôt génétique et endogène ou plutôt réactionnel et de la faute de je ne sais qui sont devenus dérisoires. On sera dans une causalité épigénétique avec des facteurs de susceptibilité, des facteurs de déclenchement en dialectique. Voilà. Et on aura totalement déclivé, j'espère, avec l'épigénèse, l'endogène et l'exogène. Alors ça me fait penser à une phrase de François Ansermet, si je me trompe pas, c'est bien lui qui l'a dit. L'homme est biologiquement déterminé pour ne pas l'être. Est-ce que ça résumerait bien votre propos ? Oui, absolument. C'est peut-être un tout petit peu tautologique, mais c'est bien dit, absolument. François Ansermet et Magistretti ont fait un gros travail, là, je trouve. Donc on peut, quel que soit le génome qu'on a, on peut garder espoir. Et puis, vous savez, même les maladies les plus génétiquement inscrites, finalement, dépendent toujours d'un effet de rencontre. Bien sûr. Je reviens à la pédiatrie un petit peu là. Quand on pense à la phénylcétonurie, qui est une maladie vraiment bien inscrite dans le gène, on connaît les... Déficit en phénylalanine. Absolument. Mais si l'enfant ne rencontre pas la phénylalanine, il n'est pas malade. Il ne sera pas. Ouais. Mais comme la rencontre est quasiment régulière, on l'oublie. Nous, en pédopsychiatrie, on a affaire à des rencontres rares. Ça, on les remarque mieux peut-être, et elles nous choquent plus. Mais en fait, quelle que soit la part génétique d'un tableau, il y a certainement des effets de rencontre avec l'extérieur qui sont toujours très importants. Et encore une fois, il ne s'agit pas de la rencontre avec des parents toxiques. Les parents toxiques, les parents autistisants, ça n'existe pas. À eux seuls. Alors pour en revenir à notre introduction, vous parliez de votre intérêt pour les structures. Est-ce que, alors là je vais être très ricoeurien, est-ce qu'on peut parler de la structure et de l'événement ? Donc l'événement, c'est la contingence radicale, c'est l'aléa, c'est la rencontre dont vous parliez. Imprévisible. Imprévisible. Et donc imprédictible. Et donc imprédictible, c'est ça. Et qui me ferait dire que garder espoir, c'est de se dire qu'on peut transformer le destin en destinée. Absolument. Et ça, c'est moins Ricoeur, c'est plus Bolas. C'est Bolas qui a écrit donc les forces de la destinée. C'est un très beau livre. J'ai pas lu, non. Le sous-titre, c'est l'idiome humain, et qui fait, c'est un livre, c'est un Christopher Bolas. Christopher Bolas, avec la notion d'objet transformationnel. C'est un analyste anglais extrêmement important, actuel, qui fait un pont, on le dit pas assez vraiment, entre la théorie des pulsions et la théorie des relations d'objets. C'est-à-dire que il a un sens de l'humour en plus. Il dit, mais finalement, Winnicott a décrit le faux self. On voit bien ce qu'il voulait dire. C'est toujours plus facile d'ailleurs de partir de la pathologie que de partir du normal, parce que le normal on le voit pas s'il n'y a pas des ratés. Voilà. Mais par contre, le vrai self est beaucoup plus difficile à décrire. Quand est-ce qu'on se sent vraiment en adéquation authentique avec soi-même? C'est des moments merveilleux quand on les vit, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Sentir soi. Et il part de là et il dit le destin, autrefois chez les Grecs, l'idée c'était que justement le destin c'était ce qui nous permettait d'accomplir ce pourquoi on est fait.
C'est très beau et c'est très compréhensible intellectuellement, mais c'est pas si facile à rencontrer. C'est les moments où on se dit, voilà, là je fais exactement ce pourquoi j'ai été fait. La liberté, au sens antique du terme, était d'accomplir son destin. Aujourd'hui, dans le langage courant, en français par exemple, quand on dit c'est le destin, on a plutôt l'impression d'évoquer quelque chose qui nous a empêchés de devenir ce pourquoi on était fait. Et lui dit, il faut abandonner ces questions de destin et parlons de destinée. Et la destinée, c'est que devient notre vrai self, théorie des pulsions, en fonction des objets qu'il rencontre, bons, mauvais ou transformationnels. On est vraiment à cheval sur la théorie des pulsions, la théorie des relations d'objets. Et effectivement, la rencontre avec l'objet transformationnel, c'est l'événement contingent dont vous parliez. Et le vrai self, enfin la potentialité, l'idiome humain, notre potentialité, c'est le processus, c'est la place pour. On revient à la représentation de la place pour l'objet. Un peu, vous savez, comme vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais fait de la biologie à une époque, un peu comme on fabrique les anticorps avant la rencontre avec les antigènes. Les anticorps sont prêts avant la rencontre avec l'antigène. C'est un très bon modèle. On ne sait pas quel antigène on va rencontrer. Ça, c'est l'événement contingent. Mais on a déjà la structure accueillante, la place pour. Et quand l'antigène sera rencontré, il viendra modifier l'anticorps pour le rendre plus précis. C'est magnifique. C'est de ça dont il faut s'inspirer pour la théorie des pulsions, la théorie des relations d'objets. En tout cas, c'est à la mode. Ouais, mais ça a du sens, je crois. Ouais. Aujourd'hui. Alors, on a parlé de la théorie de l'après-coup. Vous êtes d'accord. Vous avez raison. Il faut toujours que les choses soient contextualisées. Vous nous avez parlé de la théorie de l'après-coup de Freud. Vous avez parlé du parent toxique qui n'existe pas. Mais malgré tout, il y a du transgénérationnel, comme de l'intergénérationnel. Mais si je vous entends bien, qui pourrait se lire dans les deux sens, c'est-à-dire du passé vers le présent et du présent vers le passé. Ça, j'ai essayé de le dire un petit peu avec la possibilité de tranquilliser ou d'apaiser après coup nos représentations précoces. Oui. Oui, mais le transgénérationnel, enfin les messages qui sont transmis d'une génération à l'autre, ou d'un sens à l'autre d'ailleurs, enfin en tout cas d'une génération à l'autre, c'est pas une question de culpabilité. Oui. C'est des choses, c'est des problématiques qui n'ont pas été résolues à une génération donnée et qui sont transmises, personne n'y peut rien. C'est pas en termes de faute de l'un ou de l'autre, c'est des processus qui n'ont pas eu lieu, des processus de détoxification qui n'ont pas eu lieu. Comme disait Serge Lebovici, l'enfant fait sa mère. C'est pas juste la mère qui fait l'enfant, mais l'enfant fait sa mère. Oui, c'est l'enfant qui fait mère sa mère. C'est dans cette fonction-là qu'il s'exprimait. Et ça, c'était quelque chose. Oui, c'est ce qui montre bien que l'intergénérationnel est dans les deux sens. C'est ça. L'adulte transmet un certain nombre de choses résolues ou pas résolues ou mal résolues à l'enfant, mais l'enfant, lui, en retour, active bien, mal ou moyennement telle ou telle chose, je sais pas. Et c'est surtout une mise en cause radicale de l'instinct maternel. Le être mère est une co-construction. Avec l'enfant. Il y a une représentation de la mère, de la fonction maternelle chez la mère. Il y a une représentation de l'adulte dont il a besoin chez l'enfant, mais il faut que les deux se rencontrent pour que ça s'actualise. Et c'est aussi les schémas de Bion qui vont tout à fait bien pour ça. Donc au diachronique du déterminisme linéaire, vous y mettez du synchronique, de la rencontre de l'événement. Oui, mais il faut les deux. Il faut les deux, absolument. Pour ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et alors, parce que je crois qu'il y a une des questions où vous me disiez, mais par rapport aux plus jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il faut pas cliver le diachronique du synchronique. C'est ça. Et ça ouvre le champ des possibles, comme dirait Ricoeur. Absolument. Et dans les CHU, j'en ai l'expérience quand même au bout de tant d'années, il y a une prime à l'instant T, il y a une prime au synchronique. C'est-à-dire que l'évaluation, c'est tout savoir sur le fonctionnement d'un bébé, d'une diade, d'une triade à l'instant T. C'est tout à fait important et intéressant. Mais il faut pas tirer ça de l'histoire. Ouais. Si ce fonctionnement-là s'est stabilisé, c'est que probablement il a une signification particulière dans l'histoire diachronique de la mère, du père, de la famille. Et ce qui est le plus difficile, mais vraiment le plus passionnant, c'est d'arriver à croiser les deux. Là, bien décrire l'instant T, mais comprendre quelle fonction il a dans l'histoire des deux filiations. L'enfant ne fait des croix et des ronds que vers 2-3 ans, donc
Il faut que son moi soit bien fermé, là. Peut-être que pour le chercheur aussi, il faut que ses contenances soient bien établies. Alors finalement, on a beaucoup parlé de temporalité, passé, présent, futur. Et donc soigner, est-ce que ça consisterait pas finalement à temporiser, c'est-à-dire à remettre de la temporalité? Du temps pour penser, vous voulez dire? Et pour soigner? Ou d'inscrire le temps. D'inscrire le temps, une éthique du temps peut-être. Oui, c'est vrai. Qui transformerait peut-être justement la durée en instant. En périnatalité, c'est très sensible, ce Ouais. que vous dites là, où souvent c'est des histoires très, très intenses, très brûlantes, très urgentes, où ce qu'on attend du psy, c'est surtout de remettre, de donner un petit peu le temps de penser. Voilà. Mais c'est vrai un petit peu à tous la maltraitance aussi. Il faut mettre l'enfant à l'abri, mais il faut se mettre le temps de penser. Quelle est la cible vraiment? Si on veut faire de la prévention, il faut avoir le temps de réfléchir. Je crois que aujourd'hui, vous voyez, c'est pour ça que en ce moment le comment m'intéresse plus que le pourquoi. C'est vraiment la question de la psychopathologie. Je profite de votre entretien. Moi, j'ai la responsabilité depuis quelques années de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est un travail qui me plaît énormément, mais je vois bien à quel point la psychopathologie est en danger. Là, du coup, je dis ça pour les plus jeunes, hein, parce que d'ailleurs, quand on dit psychopathologie dans un pays comme le nôtre, les gens entendent psychanalyse. Ouais. C'est pas juste. La psychopathologie psychanalytique est sans doute une des plus anciennes qui a été étudiée. Mais aujourd'hui, il y a une psychopathologie systémique ou familiale, il y a une psychopathologie de l'attachement, il y a une psychopathologie cognitive, même Villelocher s'y intéressait, il y a une psychopathologie développementale. Donc on ne devrait plus parler de la psychopathologie au singulier, mais vraiment au pluriel. Des psychologies. Et quelle que soit la composante, finalement, le défi des psychopathologies, c'est de nouer les facteurs internes et les facteurs externes, le synchronique et le diachronique. Et dans l'American Journal of Psychiatry, il y a quelques années, j'ai oublié les auteurs, mais je pourrais vous les donner à l'occasion, il y avait tout un plaidoyer pour dire que, au point où on en était, c'est pas vieux, hein, c'est il y a 4 ou 5 ans, la psychopathologie devrait redevenir la clé de voûte absolument de l'enseignement de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie. Parce que il y a que comme ça qu'on peut choisir des solutions adaptées à chacun. Sinon, on va arriver avec nos modèles clés en main, des protocoles opératoires monotones. Si on veut vraiment écouter quelqu'un, il faut vraiment écouter quelqu'un pour pouvoir proposer une réponse qui le concerne lui, et pas des choses toutes faites. On est dans le sur-mesure et pas dans le prêt-à-porter. Ce qui voudrait dire, si je vous comprends bien, que la relation de soins, l'alliance entre l'adulte et le bébé, oui. Elle est loin d'être asymétrique, elle est plutôt un espace de récit. Elle est mutuelle. Elle est peut-être asymétrique, mais elle est mutuelle. C'est ça. Elle est mutuelle. C'est ce que la planche appelle la situation anthropologique fondamentale. Elle est dissymétrique, très dissymétrique, parce que l'adulte est très en avance. Et d'autant plus que le bébé est très immature, mais elle est tout de suite mutuelle. Et le pari, alors vous voyez, c'est des pédagogies actives, des thérapies, de la psychologie du développement, c'est de dire que bien sûr le bébé humain, l'enfant humain est très immature. Je reprends pas tout ce que j'ai dit. Mais que quelle que soit sa vulnérabilité et son inachèvement de départ, la part active qu'il a, on doit l'aider à lui faire jouer. Parce que c'est un besoin, un plaisir narcissique de découvrir, quand même dans une situation difficile, avec l'aide de l'adulte à côté, les propres compétences qu'on a, les propres ressources, les mettre en œuvre. On a besoin de l'adulte, absolument. L'enfant a besoin de l'adulte, mais pas pour tout. Et ce qu'il peut faire tout seul, il doit pas le faire seul. Il doit le faire avec l'adulte à côté qui le laisse faire ses expériences. C'est le pont entre la pédagogie et la psychanalyse aussi qui est là. Donc l'alliance, la relation de soins, c'est un espace de récit où chacun va raconter quelque chose à l'autre. Mutuel, peut-être dissymétrique, sûrement dissymétrique. Bien sûr, mais chacun va se raconter quelque chose. Et absolument. Et de cette double histoire doit en être une troisième qui appartient aux deux mais qui est nouvelle. Et qui est une forme d'identité narrative pour revenir sur Ricoeur. Absolument, absolument. Et voilà. Et donc, vous voyez, tout ça, il y a des interfaces entre la psychopathologie, la psychanalyse, la pédagogie. Et c'est pourquoi, en ce moment, je suis vraiment très, très heureux d'avoir fondé l'Institut contemporain de l'enfance. C'est-à-dire? Expliquez-nous. C'est un espace, là, il est paru au journal officiel, donc c'est pas c'est fait. L'Institut contemporain de l'enfance.
Et c'est un espace qu'on a conçu pour penser le soin psychique et pas le réduire simplement à des aspects comportementaux et éducatifs ou palliatifs. L'idée, c'est de faire se rencontrer, croiser des enseignements universitaires, ça c'est une transmission de savoir, des formations associatives, ça c'est une transformation des apprenants, et des recherches à soutenir, à valoriser, etc., pour décliver le monde universitaire et non universitaire. C'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu de synergie, voilà, pour essayer d'offrir des parcours de formation aux professionnels de l'enfance, bébé, enfant, ado. Et moi, je vous ai dit que j'avais été formé par Michel Soulet d'abord, qui disait toujours, dans notre domaine, il suffit pas d'enseigner des psychologues et des médecins à la fac. C'est une chose, il faut bien la faire, mais il faut aussi former les gens qui sont en première ligne, qui ont les bébés dans les bras, qui ont les enfants en face d'eux, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, les puéricultrices, les sages-femmes, voilà. Et pour ça, il faut des lieux de rencontre. Et je crois beaucoup aussi aux arts et à la culture, qui sont très représentés dans cet institut, parce que les arts et les artistes ont une créativité qui peut apporter beaucoup aux soins psychiques, bon ça tout le monde le sait, mais à l'inverse aussi, les arts et la culture sont un bon vecteur de diffusion aussi de notre réflexion vers le grand public. Et je pense qu'en ce moment, il y a un moment à saisir, là votre entretien c'est le 20 avril 2021, parce que pendant la pandémie, malgré tout ce que les politiques et les journalistes avaient pu attaquer contre la psychanalyse, et ceci, les ceux-là, Michel Onfray et autres, le grand public n'a pas été dupe. Et s'est quand même rendu compte que ceux qui tenaient dans la tourmente étaient bien les psychologues et les thérapeutes et les psychanalystes. Et il y a un petit quelque chose qui a changé là, que je voudrais mettre à profit. Alors pour conclure sur la périnatalité, j'avais prévu effectivement de reprendre la phrase de Tom Robbins. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Je crois que ça conclut bien cette partie périnatalité. Oui, parce que c'est très ouvert, c'est très ouvert et c'est transformationnel. Et ça donne de l'espoir. Et ça donne de l'espoir, absolument. Alors maintenant, petit message pour les plus jeunes. Ce qui m'intéresse, au-delà des aspects académiques, c'est un peu votre histoire de vie. Et quelle a été pour vous votre plus belle réussite ou victoire avec vos patients ? Alors il y a des patients que j'ai pu raconter dans certains articles qui m'ont fait rire, par exemple, et où j'ai trouvé qu'ils avaient c'est une réussite. Un très joli chemin. C'est leur réussite, c'est pas la mienne. Oui, non, peut-être que les patients qui m'ont le plus touché, c'est des enfants autistes, parce qu'on dit pas assez quand même qu'il y a certains enfants autistes qui s'en sortent, quand même, un peu, beaucoup plus qu'il y a 50 ans, malgré tout ce qu'on dit. Et certains enfants autistes, notamment celui dont j'ai parlé dans mon livre chez Odile Jacob, qui s'appelle Mon combat pour les enfants autistes, et j'ai raconté son histoire sous le titre de Vincent. Et c'était je peux le raconter un petit peu? Bien sûr. C'est vrai que j'ai senti que quand même j'étais assez content de ce qui s'était passé. Je l'avais connu très autiste vraiment, autiste de chez autiste, comme on dit. Voilà, mais sans doute avec aussi un potentiel. C'est-à-dire un autisme de Kanner. Typique, oui. Et puis il a eu tout un dispositif extrêmement important tout au long des longues années, intégration scolaire, thérapie, psychomotricité, de travail avec les parents. Et les parents. Quand je dis travail avec les parents, c'est pas la psychanalyse des parents, mais c'est l'accompagnement des parents par rapport aux difficultés de leur enfant et c'est en évolution. Bon, bref, tout un grand jeu. Et puis il a atteint le langage, et puis il s'est mis bien, il a été à l'école, et puis il a grandi. Et il est devenu, alors tout à l'heure vous m'avez parlé de cette phrase, est-ce que tout se joue avant 3 ans? Ça m'a fait penser à Cyrulnik, que je conteste à peu près sur tout, mais qui parle de résilience. Et c'est une notion qui pour moi quelque part est un tout petit peu creuse, mais là quand même, je me suis dit il y a peut-être quelque chose de vrai dans ce que dit Cyrulnik, parce que je me suis dit quand même cet enfant-là, il m'a dit quelque chose, je vais vous raconter. Peut-être qu'il n'aurait pas dit tout ça s'il n'avait pas traversé aussi toutes les souffrances qu'il a traversées, et ses parents aussi d'ailleurs. Et que peut-être il y a la résilience, c'est une créativité ajoutée, quoi. C'est plus que ce qu'on aurait été si on n'avait pas vécu les douleurs. Bon, après c'est difficile à démontrer, parce qu'on peut pas être son propre témoin.
Mais enfin, quand même, peut-être. Alors cet enfant-là, il était sorti de l'autisme, donc je vous l'ai dit, il parlait. Et puis il m'a dit, il a acquis une vision du monde. C'est ça que quand vous parlez de réussite avec ses patients, je sais pas si c'est ma réussite, mais enfin en tout cas ces patients-là, quelques-uns comme ça, sont sortis de l'autisme avec un regard extrêmement sensible sur le monde environnant, avec une vision très très fine de comment se passent les choses, une vision quasi poétique ou philosophique de ce qui les entoure. Alors c'est vrai que là je me dis, peut-être sans l'autisme, ils n'auraient pas eu cette espèce de fonctionnement très particulier et assez esthétique. Bon. Et un jour, je le recevais donc à Necker. Il était en CM1, CM2, une douzaine d'années. Et puis il me dit tout d'un coup, c'était un samedi matin, il faisait assez clair. Parce que je crois que l'esthétique a beaucoup à voir. Quand les enfants ont une vision esthétique de quelque chose, on peut les recevoir dans quelque chose qui est esthétique aussi. Enfin, ça compte. Hein. Je peux peut-être me le dire rien, mais je crois. Et tout d'un coup, il me dit, sans me regarder vraiment d'ailleurs, il me dit, tu sais que quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes. Alors, déjà, j'étais très touché par le fait que y ait cet appel à la mémoire de l'autre. Hein. Tu te rappelles que quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes. Donc, je crois que là, déjà, ça prouve vraiment la reconnaissance de l'autre, l'intersubjectivité, tout ce qu'on raconte. Bon. Et puis, ce désir de faire des liens. Et je lui dis, oui, bien entendu, je m'en souviens. Pour c'est un enfant, évidemment, que vous le sentez bien, que j'aime bien. Et je lui dis, parce que j'étais pas son thérapeute, non plus j'étais son consultant, je lui dis, non seulement je sais que tu as eu des problèmes, mais je lui dis, en pensant à la résilience, je me demande même si c'est pas à cause de ces problèmes que tu es devenu le petit garçon formidable que tu es aujourd'hui. Et bon, ça a eu l'air de le toucher un petit peu. Et je sentais qu'il y avait vraiment une atmosphère de narrativité là. Et donc je pousse un petit peu plus loin ma question après et je lui dis, mais aujourd'hui, avec tes mots d'aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais me raconter les problèmes que tu évoques là? Et ça le plonge un peu comme au fond de lui-même. Et il ressort avec cette phrase que j'ai mise dans le livre, qui aurait dû être le titre du livre. Il dit, quand je suis né, je n'étais pas là. C'est magnifique ça. Parce que ça veut pas dire que c'est comme ça qu'il l'a vécu, mais ça veut dire que pour guérir, pour sortir de là, pour pouvoir se donner à lui-même une représentation de ce qui s'est passé au début, il construit rétrospectivement une espèce de narrativité, d'une disjonction entre l'être et l'existence, justement. Belle réussite. Je sais pas si c'est pas que moi, hein. Il y a un travail d'équipe là, pour le coup. Et alors, votre plus grand échec professionnel? Ah ben c'est aussi dans le domaine de l'autisme. Des enfants autistes à qui on offre, qui on met en place un dispositif aussi très extrêmement intense et qui ne bouge pas d'un iota. Mais qu'est-ce que ça vous aurait appris? Surtout. Ah ben ça m'a... les échecs. Ouais. Les échecs. S'il y a une vertu de l'échec, c'est d'insister sur le modèle polyfactoriel. C'est que chaque enfant, c'est-à-dire que l'autisme n'est pas lié à une cause, il est lié à un modèle polyfactoriel et le même dispositif. Et dans ce modèle polyfactoriel, chaque porte d'entrée a des poids différents et parfois certains si la part organique est trop grande, probablement on a moins de prise pour modifier les choses que si la part plus épigénétique ou relationnelle est importante. Mais ça, on ne le sait qu'après coup et c'est parfois c'est quand même des souffrances énormes. Hein. Quand tout est mis en œuvre et que rien ne bouge. On a beaucoup parlé de causalité, ça me fait penser à Ricoeur qui disait il faut se méfier de la causalité vulgaire de l'événement. Donc c'est plurifactoriel par moment et c'est compliqué. Ouais. Et comment, selon vous, arriver à garder vive la fragile flamme du soin, ce feu sacré qui menace sans cesse de s'éteindre, et, notamment sous les vents forts des indicateurs, de la gouvernance par les nombres qu'on vit aujourd'hui à l'hôpital? La logique du coût et tout ça. C'est ça. Ouais. Bon, c'est vrai que on voit bien aujourd'hui la limite quand même. Là aussi, peut-être, c'est une vertu secondaire, c'est cher payé, mais enfin une vertu secondaire de l'épidémie. On voit quand même la limite de ce que c'est que l'hôpital géré uniquement comme une entreprise. Et puis surtout, moi je crois que c'est ma passion pour les précurseurs qui gardent vivante mon désir de penser, PAN, les choses. Hein.
Moi, d'abord, moi, j'ai un enthousiasme persistant pour le bébé, parce que je pense que le bébé, c'est pas simplement une petite tranche de la psychiatrie en plus. C'est vraiment tous les précurseurs qu'on peut, des grandes choses sur lesquelles tout le monde s'est déjà penché, les philosophes, les sociologues, les linguistes, les anthropologues. On n'a pas attendu le bébé pour se demander qu'est-ce que c'est qu'un sujet, qu'est-ce que c'est qu'un être humain, qu'est-ce que c'est que le langage, qu'est-ce que c'est. Mais le bébé nous donne l'occasion d'aller voir comment on devient un sujet, comment on entre dans la relation, comment on entre dans le langage et les processus de pensée. Donc ça me passionne tellement que quel que soit ce qu'on vient de me raconter sur le coût des choses, pour moi, la passion du soin, elle est par là, de réveiller des processus. La passion du soin, pour moi, c'est pas simplement de colmater, c'est de réveiller des processus. C'est ça. J'essaie d'éviter le mot réparer, c'est pas tout à fait ce que je veux dire, mais de relancer des processus, de réinstaurer des processus. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième, c'est que je suis tellement sensible au fait que chaque enfant choisit son soignant, quoi. Ouais. Ouais. Et il s'agit pas de confondre les tâches. La secrétaire n'est pas le thérapeute n'est pas le psychomotricien n'est bien sûr. Mais chaque enfant va projeter une petite partie de lui-même sur chacun. Et c'est tellement intéressant de rassembler tout ça pour avoir une vision complète que... Bon, mais là, vous allez voir Pierre Deluc, la constellation transférentielle, il en parlera encore mieux que moi. D'accord. Et alors, si vous aviez, qu'auriez-vous envie de dire à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui? Médecine, je ne sais pas, mais pédopsychiatrie, je dirais que c'est le plus beau métier du monde. Et très en danger. Il y a une crise de la pédopsychiatrie comme on n'a jamais traversé jusqu'à maintenant. Là, il y a les assises de pédopsychiatrie qui se préparent. Je participe à certains groupes de travail. C'est incroyable comment on a pu en arriver là. La crise n'a pas aidé pour le coup. La crise n'a pas aidé, mais ça couvait déjà avant. Avec Marie-Rose Borot et d'autres, on a tiré la sonnette d'alarme. Non, je crois que là, ça rejoint votre question précédente, c'est que les neurosciences sont très importantes, mais la biologie ne résumera jamais le tout du vivant. Et l'illusion des neurosciences, les politiques ont été pris d'un vertige et d'une illusion quant aux neurosciences en pensant que la pédopsychiatrie pourrait se réduire à la neuropsychiatrie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que tous les investissements qu'on aurait dû faire en dehors des recherches scientifiques n'ont pas été faits. Et le CNP, par exemple, a été totalement abandonné, alors qu'il doit être au cœur de ce qu'on doit relancer. Et en ce moment, là, on est en train de retravailler cette question du CMP. C'est sûr que les CMP ou certains hôpitaux de jour ont un peu failli à leur mission, mais bon, il y a des tas de facteurs qui s'ajoutent. Il y avait quand même le CMP aujourd'hui. Le CMP aujourd'hui doit se spécialiser pour devenir expert dans les troubles neurodéveloppementaux, les 10, etc. Mais le CMP ne doit pas perdre quand même quelque chose qui avait présidé à sa fondation, les secteurs, le monde entier nous a envoyé le secteur. La sectorisation. Et dans le secteur, il y avait quand même un axe généraliste qui était une psychiatrie de proximité, une accessibilité aux soins, un souci démocratique, la prévention, tout ça, le CMP n'a plus là. On dit le CMP ne fonctionne pas bien. Mais si on le dote pas, il peut pas le faire. Il peut pas faire ça plus la filière spécialisée. Donc aujourd'hui, tout mon combat porterait sur la réhabilitation et la redotation du CMP. Et le CMP, c'est une équipe. Je sais pas si c'est un orchestre, mais c'est une équipe, c'est pluriprofessionnel, c'est les liens, enfin c'est toute la vie, quoi. Et alors, est-ce qu'il faut essayer de réconcilier neurosciences et psychanalyse? Bien sûr, c'est très facile, mais sans tomber dans le neuropsychiatrie. C'est-à-dire que là, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut, avec les neurosciences, la pédopsychiatrie en France et la psychiatrie d'ailleurs, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas être noyé dans la neurologie. Oui. Donc il faut pas y revenir. Mais il faut que ce soit une transdisciplinarité et pas une ou interdisciplinarité. Si on fait juste une rencontre comme ça, horizontale et un télescopage entre certaines données neuro, certaines données pédopsychiatrie, c'est plat. C'est plat et ça ne s'articule pas très bien. Ce qu'il faut, il faut pas une perpendicularité dans un seul plan, il faut une transdisciplinarité, une orthogonalité épistémologique. C'est-à-dire que chacun doit s'intéresser à l'autre, mais sans confusion, sans amalgame. Mais pour ça, je suis à la fois
actif et pessimiste, parce que les psychanalystes s'intéressent aujourd'hui. Beaucoup de psychanalystes s'intéressent aux neurosciences. Mais les neuroscientifiques n'ont plus le temps ou plus le désir de s'intéresser aux questions que leur pose la psychanalyse. C'est dommage. Hein. Et c'est comme le débat est difficile quand si on partage pas un certain nombre de points de connaissances communes quand même. Hein. Ouais. Pareil avec les familles, avec les autres, les très grands opposants à la psychanalyse, ils n'ont pas lu une ligne. Donc comment on parle? Par où on rétablit un dialogue là? Ça c'est alarmant, hein. Parce que ça, bon, c'est pas, il n'y a pas que dans ce domaine-là, mais l'intolérance, c'est tout à fait le fruit de l'inculture. Les gens qui m'attaquent le plus n'ont pas lu une ligne de ce que j'écris. À Necker, une partie de ma vie est psychanalytique, mais à Necker, je n'ai pas fait de la psychanalyse au sens pur et dur. Quand on travaille avec les généticiens, on n'est pas sur un divan. Mais les gens qui m'attaquent n'ont pas lu une ligne des articles qui sont sortis de Necker, par exemple. Donc, comment on dialogue? Moi, quand j'ai voulu aller me renseigner sur le lobe temporal supérieur pour savoir un peu son rôle dans l'autisme, je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable. Puis comment on demande aux neuroscientifiques d'aller lire Freud? On peut pas y arriver. C'est pas symétrique, ça, non plus. Voilà, donc il y a une inquiétude pour les conditions de reprise d'un débat dans une certaine tolérance. Comment arriver à se comprendre quand on ne parle pas le même langage? Quand on ne veut pas apprendre le langage de l'autre. Non, parce que ne pas parler le même langage, mais vouloir apprendre le langage de l'autre, ça marche. Mais là, il y a un des deux parties qui ne veut pas apprendre le langage de l'autre. Ouais. Bon, enfin, soyons optimistes. Et si, dernière question, si vous aviez la possibilité de rencontrer le jeune interne que vous avez été, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? À moi-même. À moi-même. Théorie de l'après-coup. Théorie de l'après-coup. Eh bien, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout ce qu'on fait, je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai voulu être pédiatre en fonction de tel événement de ma famille, et psychiatre pour raison de tel autre événement. Tout ce qu'on fait ne parle que de soi, mais il en sort des trucs qui sont valables et intéressants pour d'autres. Ça, c'est fantastique. Très bien, écoutez Bernard Gols, je vous remercie pour votre hospitalité narrative, comme dirait Ricoeur, et pour cette belle conversation. Merci beaucoup. Merci à vous.